dans cette autre vidéo, la vidéo qui est faite pour comprendre comment cette pelle à chenille fonctionne. Ok, cette pelle à chenille, elle fonctionne comme les autres, mais ici, on va juste expliquer. Ici, nous avions le schéma complet qui va nous aider à pouvoir donner le fonctionnement à toutes les différentes positions dans un virage non serré et serré, en ligne droite, en marche arrière. Ça, c'est le schéma que nous allons utiliser. Ici, vous pouvez l'observer. Il y a deux pompes, la pompe avant, la pompe arrière, dont on va parler tout au long de notre programme. Là, on a les deux moteurs, gauche et droit, avec la chenille qui se voit de ce côté. Ce sont les principaux éléments que nous allons étudier. Tous ces éléments sont bidirectionnels. On va voir cela dans les explications. Maintenant, donc, vous allez comprendre ce petit cours, ce module est subdivisé en 10 parties. La première partie, on va étudier ce schéma qui est en face de nous. La deuxième partie, je vais vous montrer une vidéo que j'ai prévue pour vous. Comment démonter et remonter notre cerveau valve, parce qu'il est important de le connaître dans ce sujet puisqu'on va l'utiliser. Après, on va présenter quelques éléments et ensuite, on va donner toutes les positions que notre engin peut avoir, les 7 positions. Ok? Donc, on va commencer. Donc, en parlant du schéma, voici la partie qui va nous intéresser ici, là, là. Maintenant, en parlant de ce circuit, on va commencer par le moteur gauche. Ici, c'est un moteur bidirectionnel à cylindrée variable. Et il a là son actuateur avec son cerveau valve. Et là, on a la flushing valve qui permet de prendre l'huile sur le circuit qui est en haute pression pour l'envoyer au réservoir. Ici, donc, pour l'envoyer dans la pompe afin qu'il va sortir sous forme de fuite pour rentrer au réservoir. Là, on a notre frein négatif qui permet de bloquer l'engin dès lors qu'il ne reçoit pas une certaine pression. Ok. Maintenant, si on a parlé de ce moteur, on va parler du moteur droit qui est similaire à l'autre et qui est exactement la même chose. Ici donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Ce qui va se passer ici, c'est qu'on aura les mêmes éléments. Lorsqu'on parle des mêmes éléments, on va parler de notre flushing valve d'abord. Ensuite, on va parler de cette valve, d'accord? Et enfin, on va parler du moteur bidirectionnel à cylindrée variable proprement dit. Ok? Après avoir parlé de celui-ci, il y aura toujours son cerveau valve de ce côté. Vous pouvez remarquer que il y a des lignes qui permettent à l'huile d'arriver au réservoir. Donc, après avoir dit ceci,
Après avoir dit ceci, on va revenir sur nos deux pompes. D'accord. Il y a la pompe avant et la pompe arrière qui chacune permet d'alimenter un côté de la machine. D'accord. Bon, la pompe avant, elle va alimenter le moteur droit et la pompe arrière, elle va alimenter le moteur gauche. D'accord. Bon, après cette alimentation, qu'est-ce que on aura? On aura les moteurs qui vont tourner. Ici, le moteur arrière que voici, il va alimenter, ici, la pompe arrière que voici, elle va alimenter le moteur gauche. Et ici, on a presque les mêmes éléments. Et notre actuateur qui permet de faire mouvoir notre wash plate en fonction du sens que nous souhaitons. Ici, on a notre servo valve avec nos deux limiteurs de pression qui jouent sur le rôle de make-up valve. Et ça, c'est le limiteur de pression du circuit de charge. Là, on a la pompe du circuit de charge. Ici, on a toujours un autre circuit qui va permettre à celui-ci d'avoir la pression de charge, mais elle, c'est du retour du ventilateur qu'on aura ici ou du retour du moteur de ventilation. On va le voir ici. Là, on a la pompe de ventilation à ce niveau. La pompe de ventilation va envoyer l'huile dans notre moteur de ventilation et celui-ci va renvoyer l'huile dans le circuit et c'est cette huile qui sera utilisée en passant par ce filtre avec son bypass. C'est cette huile qui va venir être utilisée pour notre pompe. Okay. Ici, on ne va pas trop parler des différents éléments pendant le fonctionnement. On va en parler. Donc, c'est ce que vous devez retenir. OK? Dans les différentes phases de fonctionnement ou pendant les différentes phases de fonctionnement, vous allez connaître la fonction de tous ces éléments. Ici, on va parler de notre servo valve. Vous voyez bien que les parties de notre servo valve sont là. Ici, nous avions notre écrou. Ici, nous avions la bobine. Et là, nous avions deux joints. Maintenant, dans ce tube, il faut contrôler la position du ressort et de ce pin. Parce qu'il est important qu'on contrôle leur position et parfois leur raideur si vous avez les appareils nécessaires. Ok, il va continuer à démonter et retirer le pin. Après avoir retiré le pin, il va aller de l'autre côté pour retirer l'écrou. Là, on retire l'écrou. Après avoir retiré l'écrou, il est simple pour retirer l'autre bobine avec son joint bien sûr. Et là, vous êtes obligé d'enlever le tube. Et en enlevant, vérifiez que le joint est là, qu'il n'est pas tombé. Vous enlevez le tube. Maintenant, vous contrôlez le pin et surtout qu'il colle bien. Il est important que celui-ci colle normalement bien. D'accord? Maintenant, il va falloir enlever les rondelles. Ces petites rondelles permettent de guider le ressort sur la voie. Et là, vous devez contrôler si le spool coulisse normalement à l'intérieur de notre corps de valve avant de le retirer. Maintenant, lorsque vous le retirez, il doit sortir librement et vous contrôlez la marque qui indique la position de celui-ci à l'intérieur. Ok, après cela, il va falloir
continuer le diagnostic. Ici, vous pouvez avoir toutes les références que vous voulez et le fonctionnement, le schéma de fonctionnement de ce cerveau vague. Ok, la marque et tout ce que vous voulez. Maintenant, donc, ici, il va falloir contrôler si le corps n'est pas fissuré, si les anciens jours sont en place, même comme il est toujours bien de les changer à chaque moment que vous ouvrez pour éviter les fuites. Maintenant, vous devez essayer de remettre vos grosses poules. Après avoir contrôlé la position, vous contrôlez le tube. S'il y a un dommage ou quelque chose d'autre, il est important de faire cela parce que si peut-être il est cassé et tout, ça peut jouer pendant le fonctionnement, ça peut vous déranger et le diagnostic peut être vraiment biaisé à cause de lui. Maintenant, pour recommencer à l'assembler, vous mettez le pin, le ressort, il est important. Vous contrôlez les éléments et vous mettez les rondelles. Ok. Lorsque vous mettez les rondelles, vérifiez que celles-ci sont en place. Parce que si c'est pas en place, ça va causer un problème. Après, vous remettez les tubes, mais après avoir tout contrôlé. Parce que vous mettez les tubes, vous les fixez très très bien. Vous mettez la bobine. Ok. Vous mettez la bobine. Après avoir mis la bobine, vous mettez la rondelle. Vous mettez le fil autant pour moi. Après avoir mis le fil, vous tirez bien à la main en vérifiant que vous avez tout mis. Surtout, n'oubliez pas de mettre au couple comme on va faire de ce côté maintenant. Ok, vous mettez au couple, surtout ne pas dépasser ou ne pas mettre dans un mauvais couple de peur de créer les fuites pendant le fonctionnement. Et là, vous remettez le joint d'étanchéité. Ensuite, la bobine. Et vous mettez le dernier joint avant de tirer notre écrou. Ok. Dès lors qu'on a déjà tiré notre écrou, c'est bien. Maintenant, on va reparler des mêmes composants qu'on a parlé. Ici, on a notre moteur bidirectionnel. Après, on a la commande de levier. C'est important de connaître cette commande et puis savoir comment elle fonctionne. Ici, on a notre ECM. Là, on a notre cerveau vague. Et là, le cerveau vague est en plein fonctionnement. Ça veut dire, lorsqu'il reçoit le signal venant de l'ECM, il va essayer de bouger comme il bouge à ce moment pour pousser le tiroir. Et les ressorts vont jouer aussi leur rôle. Ok. Donc, ici, il est question de comprendre que, au départ, on a une pompe qui va envoyer la pression là et ensuite, cette pression va aller soit du circuit A pour alimenter, soit du circuit ou de la ligne B pour alimenter. Et si ça alimente la ligne A, la ligne B sera connectée pour le retour au réservoir. Maintenant, donc, nous sommes sur le circuit lorsque le levier est à la position neutre. Maintenant, donc, on va donner les noms de tous ces composants que vous voyez là. C'est peut-être beaucoup, c'est 67, 60, je ne sais pas. Mais il faut comprendre que ce sont des éléments très faciles. Il suffit juste de suivre la logique du schéma et vous allez vous en sortir. Après avoir dit cela, on va commencer par ce moteur côté droit. On va commencer par ce moteur côté droit. On va donner les différents éléments qu'on retrouve ici sur ce côté. Ok, sur ce côté. En fait, on a là notre moteur bidirectionnel à cylindre variable dans son entièreté ici. Ici, ce sont les capteurs de vitesse. Là, on a en 22, nous avions notre
frein avec son piston ici et son ressort là. Ok, ici nous avions notre servo valve. Là nous avions la représentation du moteur tout entier. Ici on a une ligne. Et là vous pouvez observer, c'est le retour au réservoir. En général dans ce circuit, c'est le retour du circuit d'équipement. Et ici c'est le retour du circuit de pilotage. Là, on a le retour du grainage. Ok, d'accord, j'espère que vous connaissez la différence entre le retour simple et le retour du grainage. Mais sinon, on va avancer. Là, on ne va pas trop parler de notre pompe ou de notre circuit de ventilation. Je préfère dire que circuit de ventilation. Mais juste que on va parler du circuit de ventilation ici parce que celui-ci nous permet d'avoir l'huile qui peut être considérée comme l'huile du circuit de charge afin d'alimenter notre pompe avant. Donc ce n'est que dans ce contexte qu'on va parler de ça. Ici, la pompe, si c'est la pompe d'équipement, on parlera de ça lorsque je vais donner un autre cours sur le circuit d'équipement. Maintenant, donc, il faut savoir, comme je vous liste là, c'est retenu dans la tête, on ne regarde pas quelque part. Vous devez vous habituer à faire comme ça. Et là, ça serait plus facile pour vous de résoudre beaucoup de problèmes. De l'autre côté, on a les mêmes éléments. On a ce clapet numéro 2. Donc, il est bien vrai sur l'autre, on n'a pas montré, mais on a les mêmes composants. On a notre moteur bidirectionnel à cylindrée variable. On a ce passage. On a le même clapet numéro 3. Notre servo valve 7. Notre capteur de vitesse. Ici, on a le piston. Là, on a le ressort, comme vous voyez. Ici, on a, on peut dire l'embrayage même, mais c'est un embrayage négatif. Et là, ça concerne tout le moteur tout entier. Ici, c'est une ligne. Là, c'est une autre ligne. Ici, on a le filtre avec son clapet bypass qui est actionné par un interrupteur, on peut le dire comme ça. Ici, tous ceux qui sont comme ça, ce sont les prises de pression. Ok, les prises de pression. Ici, on a la pompe de ventilation. Là, on a notre pompe d'équipement. Ici, on a la pompe arrière. Là, on a les prises de pression, comme j'ai dit. C'est la même chose ici. On a une autre prise de pression là. Ici, on a la pompe avant. Là, on a une ligne là, une autre ligne ici. Et le moteur là. Après avoir eu le moteur, ici, on a l'actuateur de la pompe avant. Ici, on a notre passage, ce sont les passages. À l'intérieur des éléments, on parle de passage, c'est à l'extérieur qu'on parle de lignes. Ici, on a le servo valve de la pompe avant. Ici, on a le passage de retour. Ici, c'est une prise de pression. Là, c'est un autre passage qui est comme ce passage-ci. Et là, on a l'actuateur. Mais pour le circuit statique, on va revenir à fond dans ce circuit. Donc, ne vous dérangez pas assez. C'est un truc qui a été prévu où on va parler de tous les éléments internes. Ça, c'est un autre passage. Ici, c'est le servo valve. Ici, c'est une prise de pression que vous devez connaître. Ici, nous avions une autre ligne. Là, on a le filtre avec son clapet bypass. Ici, c'est une tubulure où on a clair autour. Ici, c'est le solénoïde de neutralisation de la transmission. Ça, c'est une prise de pression. Ici, c'est le solénoïde pour le parking. Là, on a des bypass. Des bypass pour ce couleur, pour ce refroidisseur. C'est important de le dire. Ça, c'est une autre prise de pression. Et là, on a une autre ligne avec celle-ci, une autre ligne. OK.
Maintenant, à partir ici, il faut connaître que nous sommes en position neutre. En position neutre, qu'est-ce qui se passe? Le levier est à la même position. Le levier à la même position, ça veut dire quoi? Lorsque le SEM va recevoir les signaux de la position du levier, le signal sera soit nul des deux côtés, soit la valeur sera identique. Et il saura donc ici, je n'ai pas besoin d'envoyer quelque chose sur ces cerveaux valves. OK? Sur ces cerveaux valves, il saura qu'il n'a rien envoyé parce que c'est équilibré. Lorsque c'est équilibré, la watch face doit être, est censée être en position où elle ne débite rien, quel que soit le sens. OK? Donc, ici, le SEM ne va envoyer aucun signal. Ce qui fait donc que dans tous les deux circuits, étant donné qu'on a une pression de charge qui entre automatiquement au niveau des deux valves HP, automatiquement et aussi ici, tout sera alimenté avec la pression de pilotage. Parce qu'au même moment aussi, cette valve, elle va rester au neutre. Celle-ci aussi va rester au neutre. C'est important de rester au neutre. D'accord? Maintenant, donc, après avoir resté au neutre, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que la pression qui vient par la ligne 36 va arriver des deux côtés de notre actuateur. Et lorsque ça arrive des deux côtés de notre actuateur, qu'est-ce qui se passe? Pression étant égale, aucune pression étant supérieure pour compresser le ressort de l'autre côté, le plateau va rester à l'angle 0, va rester au neutre. C'est la même chose qui va se passer ici et dans le circuit, étant donné que ce n'est que la pression de pilotage qui sera ressentie d'un côté, c'est la même pression de pilotage qui sera ressentie de l'autre côté. Maintenant donc, comment vous devez faire pour lire le schéma? Bon, on va expliquer dans l'autre position que nous allons voir après cette position. D'accord? Ici, je continue à expliquer qu'étant donné que le CM n'a envoyé aucun signal dans aucune de ces bobines, on ne peut rien avoir, la machine reste sur place, mais cependant, ce que vous devez constater, c'est que le circuit de pilotage qui permet d'ouvrir ou de relâcher les différents embrayages, lui, il reste avec la couleur verte. Il va rester avec la couleur verte parce qu'en ce moment, le SEM n'a pas encore commandé le solénoïde en question. Et ce solénoïde, le voici. Le voici. Le voici ici. D'accord? Ok, on va aller de l'autre côté. Bon, ici, nous sommes à une autre position. Ici, nous sommes à une autre position. Ici, nous sommes à la position déplacement avant. Lorsque nous sommes à la position déplacement avant, il faut bien observer le circuit. C'est la même chose qui se passe, ce que j'ai expliqué. Le CM, en fonction de la position de levier, il reçoit le signal. En fonction de ce signal, il va déterminer à qui, de quel côté des quatre cerveaux valves ou envoyer le flux. Du courant est envoyé en fonction de la position du levier. D'accord? Ici, on a un levier bon, qui est placé et en marche avant, ce qui fait donc que le CM a alimenté cette bobine aussi, cette bobine, et ensuite le CM a alimenté ces éléments.
afin que on puisse avoir du circuit de pilotage. Parce que lorsqu'il est alimenté, lui peut maintenant passer ici pour continuer dans le circuit. OK? Donc, après avoir dit ça, qu'est-ce qui se passe réellement lorsque on va commencer avec le moteur, pardon, la pompe arrière? Lorsque on a alimenté, notre cerveau va ici, l'huile va passer, arriver de ce côté de l'actuateur. Et comme la pression ici est plus grande, cette pression va vaincre la raideur du ressort. Et lorsqu'elle vainc la raideur du ressort, qu'est-ce qui va se passer? Notre tige va se déplacer dans ce sens. Et lorsque nous sommes dans ce sens, qu'est-ce qui va se passer? Notre pompe va envoyer l'huile sous pression ici, par cette ligne 51. Et c'est cette ligne qui va envoyer l'huile dans notre moteur. Et là, le moteur va commencer à tourner. Ça veut dire que la ligne ici, c'est pour la marche avant. Automatiquement, l'huile va ressortir de ce côté. Lorsque l'huile ressort de ce côté, elle est encore sur pression, mais la pression n'est pas tellement grande. D'accord, voilà pourquoi on ne met pas ici en vert. Dans la prochaine partie, on va parler des couleurs, mais ici, on va d'abord rester parler ici. C'est la même chose que sur la pompe bidirectionnelle à cylindrée variable avant. C'est la même chose sur cette pompe. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe, c'est quoi? L'huile traverse cette valve qui est à cette position et arrive sur l'actuateur de ce côté. Maintenant, la pression étant plus grande, qu'est-ce qui va se passer? L'actuateur sera obligé de faire déplacer celui-ci puisque la pression va vaincre la force de ce ressort et automatiquement, il va retourner dans le carter de la pompe à travers le passage 33. Et au même moment, on a une pression qui va sortir où la pompe va créer un débit qui va alimenter notre moteur par ici. Et ici, c'est toujours la ligne forward de ce côté. OK? Donc, voilà comment ça va se passer. On a le composant, le capteur de vitesse. Ici, on a le moteur droit. Ici, on a la valve. Là, on a notre capteur de vitesse. Ici, on a notre moteur côté gauche. Ici, on a notre valve. Là, on a cette ligne de pression de pilotage. On a ici notre tour carter de la pompe. Ici, on a la valve. Et de ce côté, on a les mêmes éléments. Cette ligne qui est en basse pression actuellement. On a notre servo valve, notre actuateur qui est aussi ici en 16 et on a les différentes lignes 41 et 55. Donc ici, les pompes vont tourner en marche avant et on aura le sens de marche. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter de ce côté parce que là, vous aviez tout. Maintenant, donc, nous sommes en marche arrière. Qu'est-ce qui se passe en marche arrière? Ce qui se passe en marche arrière est tout simple. D'accord? C'est très très simple. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer ici? C'est quoi? On aura toujours les mêmes éléments ou presque les mêmes éléments qui seront alimentés. Ah, par rapport à ces deux couleurs, les couleurs indiquent juste que le moteur gauche, comme celui-ci, est alimenté par celui-ci. D'accord? Ok. Mais ce que vous remarquez ici, c'est quoi? C'est que la ligne ou les lignes qui gèrent
les différents embrayages négatifs sont déjà en orange, et comme ça, c'est bon. Si ces lignes sont en orange. Maintenant donc, ça veut dire les moteurs sont libres d'aller en marche arrière ou en marche avant. Ok. Ici, on a notre valve ci qui sera alimentée. Ici, nous sommes en marche arrière. Ce que vous remarquez d'abord, c'est cette ligne qui est déjà alimentée. Elle est alimentée pour libérer aussi les moteurs. Parce que même en marche avant, c'était alimenté, mais je ne voulais pas attirer votre attention à ce niveau. Donc ici, on a cette ligne qui est alimentée. Lorsqu'elle est alimentée, qu'est-ce qui se passe? Ça libère les freins négatifs et la machine est prête à avancer. Maintenant donc, le système va toujours recevoir l'information de la position de l'EDG à travers les signaux. Maintenant donc, quand il reçoit ces signaux, il détermine où il doit alimenter et quelle quantité il doit alimenter, comme j'ai tantôt dit. Qu'est-ce qui se passe donc? On va commencer avec le moteur, pardon, on va commencer avec la pompe qui alimente le moteur gauche, ok? La pompe qui alimente le moteur gauche. Ces éléments sont là. Le cerveau va le 18. On a notre passage de l'auto dans la case ou dans la pompe. Ici, on a l'actuateur 16 et ici, on a la pompe 14. À l'intérieur de la pompe 14, dès lors qu'on alimente de ce côté, l'huile va passer par là, arriver sur notre actuateur 16 et la pression étant grande, ça va pousser notre piston qui va compresser ou comprimer le sang et de ce côté, l'huile va rentrer, se retrouver dans le réservoir en passant par notre cerveau valve et notre ligne au passage 38. D'accord? Maintenant, à ce moment, ce qui se passe, c'est que cette pompe commence à délivrer la pression sur cette ligne ou commence à délivrer un débit sur cette ligne. Ok? Lorsqu'elle délivre le débit sur cette ligne, c'est cette même huile passant par la ligne 40 qui va arriver au niveau de notre moteur gauche. Dès lors que ça arrive ici, bon, il y a la floating valve qui fonctionne en fonction du circuit qui est sur haute pression. C'est ce circuit qui permet, donc c'est piloté par le circuit qui est sous pression, donc c'est un pilotage hydraulique. Et ensuite, c'est dans le circuit qui est en basse pression qu'on va enlever une part de pression pour envoyer au réservoir. Et ça, c'est un limiteur de pression qui empêche au circuit de se vider totalement. Vous voyez un peu? Et en autre cours, on va parler des pressions dans ce genre de circuit. Et vous allez voir comment c'est facile à retenir. Maintenant, donc, le moteur va tourner en fonction de la quantité d'huile qui arrive parce que même son cerveau valve est aussi alimenté. Et c'est la même chose qui va se passer de l'autre côté. La pression va venir à travers cette ligne 36, traverser pour aller de ce côté de notre actuateur. Notre actuateur va donc comprimer le ressort de ce côté et l'huile va retourner au réservoir. Lorsque l'huile retourne au réservoir, lorsqu'on dit au réservoir, ça va retourner dans le carter de la pompe qui ensuite va prendre de l'huile pour envoyer au réservoir. Voilà pourquoi il y a ce clapet, car il permet de prendre la pression qui règne dans le carter. D'accord? Maintenant, après avoir dit tout ça, n'oubliez pas qu'il y a toujours les mêmes filtres avec le clapet bypass. Il y a celui-ci. Et
celui-là. Maintenant que la pompe, lorsque on va, notre cerveau va aller de ce côté, qu'est-ce qui va réellement se passer? C'est que la pompe va augmenter en cylindrée et l'huile va sortir de ce côté et aller entrer dans notre moteur droit. Ça va entrer dans notre moteur droit. Ensuite, il va commencer à tourner et l'huile va passer ici pour le retour avant d'arriver au réservoir. Maintenant, donc, lorsque nous tournons ou nous voulons tourner à gauche, mais sans faire un virage serré. C'est ici que je vais vous demander d'attirer toujours votre attention sur les couleurs. Je viens parler de ça dans toutes mes vidéos, les couleurs, parce qu'il est important. La couleur t'aide à facilement comprendre ton chemin. La couleur t'aide à pouvoir facilement analyser ton chemin. D'accord? Parce que lorsque vous voyez la couleur orange, vous connaissez, c'est le circuit de pilotage. La couleur verte, c'est en général les huiles d'aspiration, de retour. Ça peut aussi être le drainage. La couleur rouge, c'est une pression très forte, un circuit sous haute pression. Et le rouge assuré, c'est une pression qui n'est pas, bien qui est aussi dangereuse, mais n'est pas supérieure à la pression du circuit qui est en tout en rouge. Ok, après avoir dit ceci, on va parler de la couleur jaune, mais voici la couleur orange par exemple. Ici on a la couleur verte, et ici on a la couleur rouge. Si vous ne voyez pas bien, et vous pouvez encore la voir ici. Maintenant pour la couleur orange. La couleur orange indique les éléments en mouvement dans un circuit au moment où on a présenté le schéma, ou encore ça indique la position de cet élément. Par exemple ici, on a coloré notre moteur à combustion, ce qui voudrait dire quoi? Que ce moteur est en train de tourner à ce moment. Ici on a une pompe qui est jaune, ça veut dire que la pompe est en train de tourner. It's so important to know that. Ok. Ici, on a notre pompe de gavage qui est en jaune. Ça veut dire qu'elle est en train de tourner. Maintenant, donc, si nous sommes en train d'aller vers la gauche, ici, on a le moteur qui est alimenté par l'huile de pilotage ou la pression de pilotage. Au même moment, ici, on a notre cerveau valve qui n'est pas alimenté, donc qui est à la position neutre. Ici, on a le groupe de valve. Ici, on a la ligne de le passage de retour. Ici, on a la couleur orange qui nous indique qu'on a la pression de pilotage là-bas dedans. Et maintenant, donc, on a aucun côté de cette bobine qui est alimentée. Ça veut donc dire qu'il n'y a que la pression de pilotage qui va arrêter. Puisque pour qu'on ait une grande pression, il faut que un côté de la bobine soit alimenté et que la pression de pilotage vienne piloter notre actuateur qui va déplacer la washer dans un sens comme dans l'autre, et la pompe va commencer à produire de la pression. Donc ici dans tout le cycle, lorsque nous sommes à cette position, on a juste la pression de pilotage dans tout le circuit. Il faut retenir cela même pendant vos vos différents jacks que vous faites. Il est important de connaître cela. Après avoir dit cela, c'est la même chose qui se passe puisque les deux circuits ne reçoivent que cette pression, ok? Les deux circuits ne reçoivent que cette pression. Maintenant que, comme ce circuit reçoit la même pression, qu'est-ce qui va se passer? Le pilotage, mais ici, lui, il est à cette position, ce cerveau valve,
il a cette position et va permettre à lui de pilotage d'aller d'un côté de notre cerveau et cette pression étant supérieure à la pression qui est ici, va pousser le tiroir dans ce sens afin que la pompe commence à débiter de ce côté. Et lorsque cette pompe débite, qu'est-ce qui se passe réellement? La pression va arriver passant par ici et va faire tourner notre moteur droit. On a dit au départ, on voulait tourner à gauche. Et lorsqu'on veut tourner à gauche, qu'est-ce qui se passe? Vous remarquez bien qu'ici, on a que la pression de pilotage des deux côtés. Ça veut dire que ce moteur est prêt à tourner, mais il faut un peu de force pour qu'il tourne dans un ou dans l'un des deux sens. Alors que celui-ci ne peut que tourner en marche avant. Celui-ci ne peut que tourner en forward. Ok. Et s'il ne peut qu'aller comme ça en fonction de son alimentation, qu'est-ce qu'on aura? On aura, si on considère que ça c'est la machine va aller dans ce sens. Ok? Donc, vous deviez comprendre cela comme ça. Rien qu'avec les couleurs, vous pouvez tout déterminer. C'est très simple d'ailleurs. Maintenant, nous sommes toujours en train de tourner à gauche. Si nous tournons à gauche et que les deux moteurs sont alimentés, ça voudrait dire qu'on veut tourner de manière très serrée. Parce que sur la dernière figure, on tournait à gauche de manière légère. On ne tournait pas de manière très serrée. Ça veut dire si on veut tourner à gauche, ce moteur doit aller comme ça. Ok? Et l'autre ne doit pas être en train de tourner. Mais si on va aller de manière très serrée, ce moteur devrait aussi aller comme ça. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer donc? On remarque bien qu'on a de l'huile sous pression qui arrive ici. Ça veut dire ici, c'est ce qu'on va dire la ligne de retour, donc de reverse, ou la ligne de marche arrière. Ici, c'est la ligne de forward, c'est-à-dire marche avant. Ok. Dès lors qu'on a déjà dit ceci, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter que là, derrière, on a un autre ensemble d'éléments dont on a parlé, qui est notre pompe. Dans cette pompe, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, elle va être alimentée ici. Elle est alimentée pour qu'on ait on ait de l'huile sur la ligne de retour. Voilà donc pourquoi l'huile va quitter ici, passant là et arriver sur cette ligne de retour. Elle va faire tourner le moteur en marche arrière. Pendant ce temps, du côté de devant, qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'on aura devant? On aura d'autres pompes. On aura l'autre pompe qui va faire tourner le moteur droit en marche avant. D'accord? Puisque lorsque l'huile quittant de notre circuit de pilotage Grand 6 va traverser par là pour arriver ici, remplir notre actuateur, celui-ci va pousser le piston de ce côté en comprimant le ressort et automatiquement notre pompe va tourner dans ce sens pour envoyer de l'huile dans la ligne de forward. Voici notre ligne de forward. Ici, qui va faire tourner notre moteur. Désolé, dans ce circuit, on ne va pas entrer dans les détails à l'intérieur. On parle de grands éléments. Dans un autre circuit, on va entrer dans les détails. Ici, on a toujours notre friction valve qui permet de prendre l'huile dans le circuit sous pression et dans le circuit qui a moins de pression et envoyer dans le réservoir en passant par ce limiteur de pression. Ok? Ici, on a toujours les mêmes composants, hein.
N'oubliez pas, on a les mêmes composants, on a les lignes, on a ce speed sensor, ok, on a l'autre ici, l'autre speed sensor. Il est important de les connaître et en ce moment, nos embrayages ou nos freins sont libérés parce que la pression de pilotage est nécessaire pour libérer. Lorsque vous partez faire des interventions, il faut le connaître. Les freins ne se libèrent pas à la pression de refoulement de nos pompes. Non, non, non. Ça se libère à la pression de pilotage. Il est important de connaître cela en ce moment. Ici, nous sommes là lorsqu'on veut tourner à droite. Lorsqu'on veut tourner à droite, c'est la même chose. Regardez les schémas, regardez les couleurs et puis vous serez des maîtres en hydraulique. Ça, c'est important. So important. Ok? Here you have, ok, désolé. Ici, nous avions la machine qui est en train de tourner à droite. Qu'est-ce qui va donc se passer? On va d'abord remarquer que cette pompe est alimentée par le CM puisqu'il a ressenti que nous voulons tourner la machine vers la droite. Et il ressent ça à travers quoi? À travers les pédales. Ok? C'est à travers les pédales que nous allons informer le CM qu'on va aller à droite ou à gauche. D'accord? Maintenant, à travers les pédales, on va signaler d'envoyer du courant ou du signal dans cette électrovalve. Ok? Dans cette électrovalve. Et lorsqu'elle envoie, il nous permet d'alimenter notre actuateur et celui-ci va pousser le piston dans ce sens afin de, de comprimer le ressort et de déplacer le plateau. Et ici, on aura la production de l'huile qui va arriver de ce côté de notre moteur et celui-ci va commencer à tourner. Et lorsqu'il tourne, on a le circuit de retour qui en même temps va nous aider à avoir de l'huile pour le refroidissement. Ok. Dès lors que ceci est fait, l'huile va retourner, revenir par ici sur notre pompe. Il faut savoir que toutes les pompes-ci tournent avec, elles sont en ligne. Toutes ces pompes sont en ligne. C'est important de le connaître. Ce qui fait donc qu'elles tournent au même moment. Mais sauf qu'ici, le CM a su qu'on était en train de virer à droite. Et lorsqu'on vire à droite, on a juste besoin de la pression de pilotage sur le moteur droit. Et ici, dès lors qu'on a la pression de pilotage, sachant qu'au départ, le break est déjà libéré, le frein est libéré, le piston a pressé sur le ressort et c'est la même chose ici. Maintenant, donc, lorsqu'on a la pression de pilotage uniquement dans ce circuit, ça veut dire le moteur peut tourner dans l'un ou dans l'autre sens. Il faut juste que on essaie de pousser. Voilà pourquoi même quand le moteur ne délivre plus la pression et qu'on démarre, on arrive quand même à pousser avec une autre machine. Ça peut arriver. Donc vous ne devez pas ignorer cela si les pressions des deux pompes ne donnent pas. En général, s'il y a la pression de pilotage, on doit être capable d'avoir de l'huile dans le... On doit être capable de pousser la machine. Dans cette configuration, si la pompe de gavage de notre pompe arrière ne fonctionne plus, rien que si le circuit de ventilation fonctionne encore bien, on doit être capable de pousser la machine en avant et en arrière, simplement parce que on a les embrayages qui sont libérés des deux côtés, dont le frein est libéré
Maintenant, donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Le moteur reçoit un peu d'huile qui peut faire qu'il tourne dans les deux sens si on pousse. Bien sûr, parce que la pression ne peut pas entraîner le moteur. Donc, ce qui fait qu'ici, on aura juste la pression de pilotage qui sera dans tout le circuit et qui va alimenter notre, notre moteur. Ok. Maintenant, donc, ce que vous deviez connaître ici, c'est que lorsque vous virez à droite, qu'est-ce qui va se passer? Dans le circuit droit, vous devez avoir la pression de pilotage. Si vous virez à gauche dans le circuit gauche, vous devez avoir la pression de pilotage. Cette dernière partie de notre module, on va voir lorsqu'on est dans un virage serré à droite. Lorsqu'on est dans un virage serré à droite, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est la même chose. Vous remarquez que les deux éléments ou les deux circuits des deux moteurs à cylindrée variable sont alimentés. D'accord? Vous voyez que ici, il a alimenté là. Maintenant, de ce côté, celui-ci est alimenté ici. On va aller à droite. D'accord? Maintenant, on va remarquer ici, c'est la ligne de marche arrière. D'accord? Et ici, c'est la ligne de marche avant. Qu'est-ce qui va se passer réellement? C'est que les deux pompes seront alimentées ou vont recevoir le signal de l'ECM parce qu'en fonction de la position des pédales, on va recevoir l'information avec en fonction de la ligne des pédales, en fonction de la position des pédales, l'ECM va recevoir l'information et va déterminer la quantité d'huile qu'il faut pour un ou l'autre circuit. Ok, après avoir dit ceci, qu'est-ce qu'on va faire? On va avancer. Lorsqu'il reçoit de l'huile là, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il reçoit un signal là, autant pour moi, qu'est-ce qui va se passer? L'huile va arriver ici, avec la pression de pilotage toujours, avant d'arriver dans l'actuateur, et l'actuateur va pousser son piston dans ce sens. Lorsqu'il pousse son piston dans ce sens, ce qui se passe là, c'est que on a une autre pompe bidirectionnelle qui va envoyer de l'huile ici dans ce circuit, et lorsqu'elle envoie l'huile dans ce circuit, ce qui va réellement se passer, c'est quoi? C'est que cette huile va arriver ici au niveau du moteur et tourner. Après, cette huile va traverser ici. D'accord? Pour retourner de l'autre côté, lorsque ce moteur va être, lorsque cette pompe va recevoir le signal ici, l'huile va traverser, arriver sur l'actuateur, la pression va augmenter, ça va vaincre l'autre ressort et tout va se déplacer dans ce sens. L'huile étant ici va retourner et arriver au cratère de la pompe. Cependant, la pompe va commencer à débiter de ce côté et cette huile va arriver sur cette ligne de notre moteur gauche. Ok. Parce que il va arriver au niveau de notre moteur gauche, il va commencer à tourner. Mais on n'oublie pas que là, on veut aller à droite avec un virage serré. Lorsqu'on parle de virage serré, on ne tourne plus par rapport au côté droit ou au côté gauche. On tourne par rapport à l'axe de la machine. Voilà pourquoi ce virage est trop accentué. Donc si ici derrière,
on part dans ce sens. Là, nous sommes en train de partir dans ce sens. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la machine va rapidement tourner comme ça et très serré. D'accord? Maintenant, donc, après avoir dit tout cela, il ne faut jamais oublier que ici, on a notre valve, on a notre embrayage qui doit être libre et sa pression est égale à la pression de pilotage. Merci. Si vous aviez aimé, n'hésitez pas de vous abonner et de commenter.